Tu es impliquée dans une disparition. Non, bien sûr que non. C'est horrible, je suis en prison. Lorsqu'une mère de famille disparaît, ça attire tout de suite l'attention. J'ai rien à voir avec tout ça. Je ne vous ai accusé de rien. Je veux que vous nous aidiez à retrouver Jolene. J'ai connu plusieurs affaires étranges, mais jamais rien de tel. C'est les Illuminati. Elle en fait partie et ils sont impliqués là-dedans. C'est marrant parce qu'ils m'ont mise à l'isolement en croyant que ça allait me déranger. Mais je suis au paradis. J'adore. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu aimer quelqu'un de si malfaisant. Vous avez un appel d'un détenu. Cet appel est sur écoute. Le 13 mai était le jour de la fête des mères, mais aussi l'anniversaire de Jolene. Elle avait 3 enfants. Ses garçons étaient petits et sa fille avait 10 ans. Elle aimait ses enfants. C'était toute sa vie. Jolene avait prévu des choses pour moi, pour la fête des mères. Elle avait fabriqué un cadeau avec les enfants et elle allait m'acheter des fleurs, comme tous les ans. Jolene était en plein divorce et elle devait récupérer les enfants auprès de son ex-mari pour la fête des mères. Un peu après 18 heures, Jason est arrivé chez moi et m'a dit que Jolene n'était pas venue. J'ai commencé à m'inquiéter. En temps normal, elle m'aurait prévenu. Elle aurait prévenu sa fille. J'ai eu peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de terrible. Jolene n'aurait jamais raté l'occasion de passer la fête des mères avec ses enfants. J'étais paniquée, presque en état de choc. Je ne savais pas quoi faire. J'étais très inquiète. Alors j'ai appelé le bureau du shérif pour signaler sa disparition. Ça faisait environ 1 heure que j'étais arrivé au travail quand on m'a demandé d'enquêter sur une disparition. Garde. Et c'était très inquiétant. Au début de l'enquête, on essaie toujours d'établir une chronologie des faits et de ce qu'on a appris. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était le samedi après-midi aux alentours de 17 h lorsqu'elle s'apprêtait à quitter le salon de coiffure où elle travaillait. Jolene Cummings était coiffeuse. Elle devait fermer son salon le 12 mai avec sa collègue, Jennifer Seibert. Le gérant du salon de coiffure m'a fourni le numéro de Madame Seibert. J'ai tenté de la joindre et je lui ai laissé un message vocal autour de 22 h 30 le 14 mai. Le matin du 15 mai, Jennifer Seibert m'a rappelé. Et elle m'a expliqué que Jolene avait un comportement normal lors de son dernier jour au travail et qu'elle n'avait eu aucune nouvelle d'elle depuis qu'elles ont fermé le salon autour de 17 h le samedi. Le véhicule de Jolene n'était pas sur le parking, donc on a dû explorer toutes les possibilités. Elle pouvait être partie avec des amis, mais personne n'avait de nouvelles d'elle. Je soupçonnais que quelque chose lui soit arrivé après son départ du salon. Jolene était une femme enjouée qui faisait l'unanimité. Elle était très généreuse et très aimante. Elle était géniale. J'ai rencontré Jolene au lycée. C'est là que nous sommes devenus amis. Jolene a fini le lycée en 2002. Et très vite, elle m'a appelée pour m'annoncer qu'elle était enceinte. Elle était très jeune, mais elle savait qu'elle était capable de devenir mère. Elle était très résiliente, et le fait d'avoir un bébé si jeune avec un homme dont elle a fini par se séparer, ça ne l'a pas empêchée de faire quoi que ce soit.
Jolene a déménagé à Jacksonville avec sa fille et a intégré une école de cosmétologie. Elle a ensuite rencontré Jason Cummings et il lui a tapé dans l'œil. Ils ont commencé à sortir ensemble et se sont mariés. Elle a eu 2 garçons avec lui. C'est à cette époque que Jolene a commencé à travailler au salon. Elle adorait le salon et tout allait bien. Quand elle a été embauchée au salon de coiffure, elle était ravie. Elle avait une carrière devant elle. Elle se bâtissait une clientèle et ça ne faisait que croître. Sa carrière était florissante, mais son couple avec Jason a commencé à battre de l'aile et ils ont décidé de se séparer. Vous regardez le journal de Jacksonville. Nous suivons l'avancée des recherches d'une mère de 3 enfants disparue dans le comté de Nassau. L'ex-mari de cette coiffeuse de 34 ans a signalé sa disparition le jour de la fête des mères, lorsqu'elle n'est pas venue chercher ses 3 enfants. Quand quelqu'un disparaît, on commence par se pencher sur les choses évidentes. Jolene était en pleine bataille pour la garde de ses enfants avec son futur ex-mari, donc on se devait de tout envisager. Le 15 mai, Jason Cummings s'est présenté au bureau du shérif. Merci d'être venu. Vous vous doutez bien que vous faites partie des suspects. Expliquez-moi ce qui s'est passé lorsque vous êtes allé procéder à l'échange. Jason Cummings est apparu très candide lors de notre entretien. Autour de 18h20, 18h25, j'ai écrit à Jolene pour lui dire qu'elle était en retard et que ça faisait 20 minutes que je l'attendais. J'ai dit, dis-moi si tu veux que je dépose les enfants chez ta mère. Parce que ça arrive qu'elle m'envoie un message pour me dire, je suis à la bourre, tu peux déposer les enfants chez ma mère? J'ai attendu 10 minutes de plus et je suis allé chez sa mère pour voir si elle était là-bas ou si sa mère savait ce qui se passait. Et c'est là que j'ai appris que personne n'avait eu de nouvelles d'elle de la journée. Il semblait très inquiet de la disparition de Jolene. C'est la mère de mes enfants. C'est ma famille, je prends ça très sérieusement. Dans ce genre d'enquête, on doit toujours s'intéresser au mari, à l'ex-mari ou au petit ami. Jason Cummings nous a donné un alibi et nous avons pu le vérifier et le confirmer. Lors de son interrogatoire, Jason Cummings nous a informé que Jolene avait un nouveau petit ami, Jason Guy. Je l'ai appris après être parti en janvier 2017. En février, j'ai découvert qu'elle fréquentait des personnes peu recommandables. Jason Cummings m'a demandé si on s'était intéressé à l'homme qu'elle fréquentait, car il avait une mauvaise réputation. Jason Guy avait des antécédents criminels. La police s'était rendue chez Jolene quelques jours avant les faits pour une affaire de violence domestique. Elle s'était disputée avec son petit ami à son domicile. Jolene m'avait dit qu'il s'était montré violent, qu'il avait cassé les meubles et essayé de défoncer la porte de la chambre. Elle était terrifiée et elle a appelé le bureau du shérif. Les agents en patrouille ont répondu présent. Et avant même leur arrivée, M. Guy avait fui les lieux. Il n'a pas été placé en détention. On ignorait où il était et avec la disparition de Jolene, il est vite devenu un suspect. On s'est rendu au domicile de Jolene pour prendre des photos et chercher de potentiels indices sur les raisons de sa disparition. La maison était sans dessus-dessous. Les portes des placards étaient arrachées de leurs gonds. Il y avait des trous dans les murs et dans les portes. Il était clair qu'une altercation avait eu lieu. On a essayé de contacter Jason Guy. Un de nos agents l'a appelé une dizaine de fois. Un homme a fini par répondre et lorsque l'agent s'est identifié, il a tout de suite raccroché et coupé son téléphone.
On était encore plus déterminés à lui mettre la main dessus. Le 15 mai, il a été localisé chez un de ses proches. Il ne s'est pas laissé faire, mais il a été arrêté et transporté au bureau du shérif pour être interrogé. Si on vous passe les mains devant, vous n'allez pas poser de problème? Non, monsieur. Ok. Lors de son interrogatoire, Jason Guy était très agité. Il avait l'air très nerveux. Que savez-vous au sujet de sa disparition? Je sais pas ce qui se passe. Je sais qu'elle a été vue pour la dernière fois samedi à 17h en partant du travail. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était à 15h57. J'ai reçu un message le samedi 12 à 15h57. Vous saviez qu'on vous cherchait pour vous parler de ça? Oui. Pourquoi vous vous cachiez alors? Parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre moi. Il avait l'air d'avoir quelque chose à cacher. Où est votre téléphone? Je l'ai pas. Soit il est chez mon cousin, soit il est chez ma tante. J'ai enlevé la batterie, je l'ai pas utilisé. J'ai trouvé très inquiétant qu'il ait essayé de nous filer entre les doigts et qu'une fois arrêté, il n'ait plus de téléphone. J'ai rien à voir avec tout ça. Je ne vous ai accusé de rien. Je veux que vous nous aidiez à retrouver Jolene. Si je pouvais vous aider, je le ferais. Ce téléphone pouvait très bien être la clé pour retrouver Jolene. On pourrait trouver des preuves sur ce téléphone, et peut-être qu'il avait fait quelque chose à Jolene. On n'avait aucune idée de ce qu'on allait découvrir. Ça fait 25 ans que je suis dans les forces de l'ordre, j'ai connu plusieurs affaires étranges, mais jamais rien de tel. J'étais au bureau du shérif lorsque la disparition de Jolene Cummings a été signalée. Ce n'était pas une simple affaire où quelqu'un ne répond plus au téléphone. C'était étrange dès le début. Lorsqu'une mère de famille comme Jolene Cummings disparaît, ça attire tout de suite l'attention. Une affaire comme ça nous affecte forcément personnellement. C'était une mère de 3 enfants et j'étais déterminé à découvrir ce qui lui était arrivé. Je voulais la ramener à ses enfants. Je vous ai dit pourquoi je me suis caché. J'ai un mandat d'arrêt contre moi pour violation de ma libération conditionnelle. Je voulais pas aller en prison. J'ai rien à voir avec la disparition de Jolene. Lorsque j'ai interrogé son petit ami Jason Guy, beaucoup de choses m'ont inquiété. Mais en même temps, il avait l'air sincèrement inquiété par la disparition de Jolene. Je l'aime, j'adore ces 2 garçons. Ça fait 1 an que je m'occupe d'eux. Je lui ferai jamais de mal. Faites-en ce que vous voulez. Jason Guy nous a dit où il était tout le week-end, entre le 12 et le 14. Nous avons pu confirmer son alibi en interrogeant les personnes avec qui il était. Je ne savais pas du tout quoi penser. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si quelqu'un avait vu Jolene quitter le travail ce jour-là. Si quelqu'un l'avait vue monter dans sa voiture. Nous allons continuer à chercher Jolene, mais elle pourrait être n'importe où. Si vous avez des informations susceptibles de nous aider dans notre enquête, nous vous demandons de nous en faire part. Le shérif a envoyé un communiqué de presse à tous les organes de presse locaux, avec un avis de disparition, avec la photo de Jolene et une description de son SUV beige. Toute la population s'est mobilisée et a commencé à mener des recherches dans les champs alentours et à tout faire pour trouver le moindre indice pour retrouver Jolene. Les garçons étaient petits. Ils avaient l'habitude de passer quelques nuits chez moi et ils ne se sont pas formalisés. Mais sa fille avait 10 ans et elle était inquiète. Il fallait qu'on retourne au salon de coiffure pour effectuer des prélèvements. Quand je suis entré dans le salon pour la première fois, rien ne m'a immédiatement frappé. Mais petit à petit, j'ai remarqué qu'un tiroir du bureau d'accueil était cassé.
Puis j'ai vu des gouttelettes de sang sur le bureau et sur le sol, ainsi que sur le fauteuil de coiffure le plus proche du bureau. Qui avait été retrouvé était celui de Jolene et qu'elle avait été tuée. C'était étrange que personne n'ait rien vu ou entendu, car le salon est en plein milieu d'une zone commerciale. Nous nous sommes entretenus avec tous les clients dont elle s'était occupée ce jour-là. Et personne ne nous a paru suspect. Le 15 mai, 48 heures après que la disparition de Jolene a été signalée par sa mère, quelqu'un nous a appelé pour signaler avoir vu le véhicule de Jolene devant un magasin de bricolage. Lorsqu'on nous a signalé que le véhicule de Jolene Cummings était sur ce parking, des enquêteurs ont tout de suite été envoyés sur place. La voiture se trouvait à tout juste 3 ou 4 kilomètres du salon. Nous avons obtenu les images de vidéosurveillance d'une banque voisine. On voit le véhicule se garer sur le parking. Et au bout d'un petit moment, on voit quelqu'un en descendre. L'image est filmée de loin et il fait nuit, mais on peut voir une silhouette toute de noir vêtue. On voit la personne descendre du côté conducteur du véhicule et se diriger vers une station essence qui dispose d'une très bonne vidéosurveillance. Quand j'ai vu qui est apparu sur les caméras, c'était une véritable surprise. La dernière personne à avoir vu Jolene Cummings était sa collègue Jennifer Seibert. Lorsque les enquêteurs l'ont contactée, Madame Seibert a déclaré qu'elle ne savait rien au sujet de Jolene Cummings. Alors pourquoi était-elle au volant de la voiture de Jolene? Je me suis rendu à l'adresse qu'elle avait fournie lors de sa candidature au salon de coiffure. Et j'ai découvert que cette adresse n'existait pas à Fernandina Beach. On a tout de suite émis un avis de recherche à son encontre. Tout le monde était sur le pont pour retrouver Jennifer Seibert. Son téléphone bornait à plusieurs endroits. On a décidé de se pencher sur les aires de repos, les relais routiers, etc. Je me suis rendue sur 2 aires de repos différentes. Cheveux arrachés. Elle avait de longues égratignures près de l'œil qui ressemblaient étrangement à une griffure. Elle semblait avoir été impliquée dans une altercation violente avec quelqu'un. Je lui ai expliqué que je voulais seulement savoir où était Jolene. Elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée, alors je lui ai demandé « Donc vous n'avez jamais conduit sa voiture ?» Elle m'a répondu que non, ce à quoi je lui ai dit que je ne la croyais pas. Après avoir obtenu un mandat de perquisition pour le véhicule de Jennifer Seibert, différents objets intéressants ont été découverts et ramenés au bureau du shérif, notamment un kit de coiffure. Il y avait une paire de ciseaux couvertes d'une substance noire qui ressemblait à du sang. Lorsqu'elle a été placée en détention... Vous voulez de l'eau? Non, merci. Jennifer Seibert était presque joviale. Je préfère ne pas boire pour ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes. Je reste à disposition. Ok. Je savais déjà que ça allait être un étrange interrogatoire. Vous êtes fatigué? Non, pas du tout. Après avoir vu les résultats d'analyse de la scène de crime, je savais que Jolene avait lutté pour survivre. Lorsque j'ai enfin pu interroger Jennifer Seibert, je savais que Jolene était morte. Mais j'espérais au moins pouvoir la convaincre de me dire où était son corps. Vous savez ce qu'on dit quand on lit la Bible? C'est un peu sec. Je sais pas, je compare toujours ça à une vitamine. Quand on prend des vitamines, on le mâche pas avant d'avaler. On avale direct. Eh ben, je fais pareil avec les paroles de Dieu. Je les avale. Quelle est votre religion?
Oh, je sais pas. Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. J'aime la Bible du roi Jacques, mais j'ai pas vraiment mis de nom dessus. Parfois, je vais à l'église, que ce soit l'église évangélique, l'église méthodiste ou l'église baptiste. Peu m'importe. Lors de son interrogatoire, elle emmenait la conversation dans la direction qui l'intéressait. J'essaie pas d'être désinvolte. J'essaie juste de rester vraie et légère. Ne prenez pas ça pour de la désinvolture ou du sarcasme. Oui. J'essaie juste de rester légère parce que c'est une situation délicate. On ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer, alors moi, j'ai décidé d'en rire. C'est bizarre les sentiments, car il faut apprendre à les gérer, et celui-là, je n'ai encore jamais réussi à le comprendre. Mais une fois qu'on a abordé le sujet de la mort de Jolene, elle s'est tue. Jolene aimait ses deux garçons et je veux retrouver leur maman. Je le leur ai promis et vous pouvez m'aider. Vous êtes la seule personne à pouvoir le faire en ce moment. Non, impossible. Vous aimerez peut-être pas la réponse, mais je veux un avocat. Jennifer Seibert a été emprisonnée pour vol de véhicule. On n'avait pas assez d'éléments pour l'inculper pour meurtre. Est-ce que ça va? Tu dors bien? Est-ce qu'ils t'ont donné une couverture? Non, bien sûr que non. C'est horrible, je suis en prison. C'est terrible. Très vite, nous avons découvert qu'elle avait échangé plusieurs appels avec sa mère en Pennsylvanie. Ils disent que tu es impliqué dans une disparition. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai rien fait. J'ai rien à voir avec tout ça. Ils me gardent parce qu'ils ont rien contre moi. C'est que des Si tu peux ou si tu veux m'aider, tu peux payer ma caution. Oui, je me demandais si Je viens d'avoir un message dans le téléphone qui dit que ça va couper. On se rappelle plus tard. Si tu veux vraiment m'aider, fais-moi sortir. Ce serait super. Elle parlait volontiers avec sa mère, et toutes ses conversations tournaient autour d'elle et du fait qu'elle voulait qu'on paye sa caution. C'est tout ce qui l'intéressait. Elle ne disait rien sur la disparition de Jolene Cummings. Mais jamais on n'aurait imaginé qu'elle allait dévoiler un secret de cette ampleur. Fais bien attention à utiliser le bon nom. Jennifer Mary Seibert. N'utilise pas mon vrai nom, Kim Kessler. Jennifer Seibert était en détention pour le vol du véhicule de Jolene Cummings. Et au téléphone avec sa mère, elle a déclaré qu'elle était en réalité une autre personne. On a décidé de l'interroger de nouveau. Vous voulez que je vous appelle comment? Mon collègue m'a dit que je vous appelais peut-être par le mauvais nom depuis le début. Figurez-vous que si vous prenez mes empreintes, vous trouverez Kimberly Lee Kessler. Je suis née le 9 mai 1968. J'ai 50 ans. Je fuis le FBI depuis plus de 25 ans. Et je vis sous ce nom depuis 1999 à peu près. Ça fait quasiment 19 ans. Donc voilà, je préfère qu'on m'appelle Kim. Je ne savais pas ce qui était vrai ou non. L'affaire devenait de plus en plus étrange. Une fois qu'on a eu confirmé qu'elle était bien Kimberly Kessler, on devait comprendre qui elle était, comment elle était devenue cette personne qui va de ville en ville en changeant d'identité. On a découvert qu'elle avait été mariée. À l'époque, elle se faisait appeler Melissa McKernan. Quand on est entré en contact avec son ex-mari et qu'on lui a dit ce qui se passait, il n'arrivait pas à le croire, car elle avait beaucoup changé au fil des années. C'est la fille dont je suis tombé amoureux. J'étais marié à Kimberly Kessler dans les années 90. À l'époque, elle était stripteaseuse. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle s'appelait Melissa McKernan et qu'elle avait fui la Pennsylvanie à l'âge de 17 ans. Elle m'a dit qu'elle était recherchée pour avoir gravement frappé son frère.
À l'époque, je traînais avec un groupe de braqueurs de banque. Et quand j'ai dit à Melissa que j'étais en fuite pour braquage, elle m'a dit qu'elle m'aiderait à me cacher et qu'on s'en tirerait ensemble. Dans l'Arizona, je me faisais appeler Melissa McKernan. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez trouver l'information. J'ai obtenu une licence d'agent immobilier et j'ai dû donner mes empreintes. Elle est très intelligente. Elle sait contourner les lois. C'est pour ça qu'elle avait tous ces alias. On a découvert qu'elle allait dans les cimetières pour prendre le nom de personnes décédées. C'est comme ça qu'elle a trouvé le nom de Jennifer Seibert. En réalité, Jennifer Seibert était une fille de 13 ans qui était morte dans un accident de voiture et qui avait été enterrée là où Kimberly Kessler a grandi. Elle avait un passeport, un numéro de sécurité sociale, tous les papiers possibles au nom de Jennifer Seibert. Et quand on recherchait le nom de Kimberly Kessler, ça disait que c'était une personne disparue. Ils ont fait des recherches et ils m'ont dit « Vous dites que vous êtes Melissa McKernan, mais vos empreintes correspondent à Kimberly Kessler. » Je me suis dit « Mince !» Et puis j'ai continué comme ça. C'est sûrement ma mère qui a dit que j'avais disparu. Mais j'ai pas disparu. Ses amis d'enfance m'ont dit que c'était une jeune fille comme les autres, mais qu'au bout d'un moment, quelque chose avait changé et qu'elle était devenue étrange et dangereuse. Une nuit, elle m'a attaqué. Elle a pris des ciseaux et m'a frappé juste ici. J'ai ressorti les ciseaux et j'ai dit « Tu m'as poignardé. Tu m'as carrément poignardé. » J'ai eu très peur. Je pense qu'elle est déséquilibrée, car je n'ai jamais vu quelqu'un agir comme Dr Jekyll et Mr Hyde comme elle. J'ai été élevée à la dure par des Allemands qui disent « Serre les dents, je te frapperai jusqu'à ce que tu arrêtes de pleurer. » Et j'ai appris à la dure. Il a suffi de 2 fois pour que j'arrête. Kimberly Kessler nous a raconté tout un tas d'histoires sur ses années de stripteaseuse, les braquages de banque auxquels elle a participé, quand elle a mordu des gens, cassé les dents de son frère avec une batte de baseball ou poignardé plusieurs de ses ex-compagnons. Quand j'ai découvert les preuves recueillies contre elle, je n'avais presque plus besoin d'être convaincu, vu comme elle s'était montrée violente lorsqu'on était ensemble. Je l'appelais l'animal. Cette personne au visage violacé qui m'attaquait. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu aimer quelqu'un de si malfaisant. Une fois en prison, le comportement de Kimberly Kessler était de plus en plus étrange. Elle jetait ses excréments sur les huissiers, elle faisait ses besoins dans un verre et elle étalait ses déjections sur les murs. Elle faisait tout un tas de crises. C'est le mec de la santé mentale qui m'a dit ça. Il dit que le comté de Nassau a demandé qu'on me mette à l'isolement parce que c'est une affaire très médiatisée. La dernière fois que j'y suis allée, c'est parce que je voulais plus manger. Tout le monde dans cette prison savait qu'ils empoisonnaient ma nourriture. Tout le monde le savait. Elle faisait tout un tas de fausses allégations. Elle disait qu'elle était prise pour cible. Mais c'était faux. C'est marrant parce qu'ils m'ont mise à l'isolement en croyant que ça allait me déranger. Mais je suis au paradis. J'adore. Elle manipulait les gardes, elle faisait en sorte d'être envoyée à l'isolement car ça lui plaisait. Je suis étonnée qu'ils me laissent t'appeler. Peut-être qu'ils veulent écouter nos conversations fascinantes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le droit de t'appeler. Ils veulent que je raccroche, je dois y aller. Ils veulent que je raccroche. Rappelle-moi plus tard. Je peux pas. J'essaierai, je t'aime aussi. Ok, je t'aime. Les appels de Kimberly Kessler à sa mère nous donnaient accès à l'esprit d'une meurtrière. T'étais dans le journal et je me suis demandé pourquoi. Les Illuminati sont après moi. C'est ma théorie, mais je peux pas le prouver. C'est que mon avis. J'ai fait des recherches sur les sociétés secrètes sur Internet.
C'est impossible d'avoir ne serait-ce que 5 secondes de temps d'antenne si on n'est pas relié à eux. Elle jouait un rôle. Elle adoptait un comportement étrange dans l'espoir d'être considérée inapte à être jugée. On savait qu'elle avait eu l'intelligence de planifier ce meurtre et de le dissimuler. Notre plus grand défi dans cette affaire, c'était qu'on n'avait pas de corps. On devait prouver que Jolene avait été tuée. C'est très difficile de monter un dossier lorsqu'on n'a pas le corps de la personne décédée. On devait obtenir un maximum de preuves. On devait retourner au salon de coiffure pour mener des recherches plus approfondies. Il y avait des caméras de surveillance sur le parking du salon. Mais on avait dit à mes collègues que les images étaient mauvaises. Quand j'y suis retournée, j'ai dit que je voulais voir par moi-même. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des caméras derrière le salon. Sur les images, on voyait exactement ce qui nous manquait pour comprendre ce qui s'était passé. Sur les images, on voyait la vérité. On voyait Kim Kessler faire plusieurs allers-retours entre le salon et les bennes à ordures en transportant de gros sacs blancs. La même nuit, Kimberly Kessler s'est rendue au supermarché. Et sur les images, on la voit acheter des gants, de l'ammoniac et un couteau électrique. Elle a ramené ce couteau au salon et l'a utilisé pour démembrer Jolene Cummings. Sur les images, on la voit verser une bassine dans les bois. Et il a été avéré que la bassine contenait du sang et des morceaux d'ongles qui appartenaient à Jolene Cummings. On a fouillé les bois et on a fait appel à des chiens-pisteurs, mais on n'a rien trouvé. Sur les images de vidéosurveillance, on voit les camions à ordures vider les bennes. Si on s'y était intéressé plus tôt, peut-être qu'on aurait trouvé Jolene. On a contacté le prestataire de service qui collectait les ordures pour le salon et on a déterminé que les ordures étaient transportées vers une décharge au sud de la Géorgie. On est entré en contact avec eux et on leur a demandé s'ils avaient un moyen de savoir où exactement ils avaient vidé leur camion afin qu'on puisse mobiliser suffisamment de personnes pour mener les recherches. On savait qu'on allait avoir besoin d'aide extérieure pour y arriver. En juillet 2018, différentes agences se sont rendues à la décharge en Géorgie pour chercher des indices en lien avec Jolene. Une immense fouille a été entreprise dans la zone. Ça a duré 7 jours. Ils ont passé la décharge au peigne fin du matin au soir, en quête du moindre élément en lien avec Jolene. C'était démoralisant pour tout le monde de ne rien avoir trouvé, surtout après avoir travaillé si dur pendant si longtemps et fouillé les piles de déchets. C'était terrible. J'avais peur de décevoir la famille. C'est ce qui me gardait éveillé la nuit. Je me disais que si je n'arrivais pas à résoudre cette affaire et à amener Kimberly Kessler devant la justice, j'aurais failli à ma mission. En septembre 2018, nous sommes parvenus à faire inculper Kimberly Kessler pour le meurtre avec préméditation de Jolene Cummings, même si on n'avait pas retrouvé son corps. Je pense qu'on trouvera le corps de Jolene. Parce que tout n'arrive pas forcément quand on le voudrait. Mais je le sens. Je le sens dans mes tripes. Et je me raccroche à ça. Kimberly Kessler a passé des heures, voire des jours à nettoyer le salon, car il était fermé pendant 3 jours ce week-end-là.
Pourquoi ils se donnent tant de mal pour te faire porter le chapeau? Ils ont rien contre moi. Toute cette histoire, c'est des Ils cherchent des excuses pour me voler mes affaires. Ils ont volé les vêtements et les chaussures que je portais. Ils cherchent des excuses pour me voler. Je sais même pas si ma moto est toujours dans mon box de stockage. À tous les coups, ces ont embarqué toutes mes affaires de valeur. C'est une bande de voleurs. C'est une bande de voleurs. On a découvert qu'elle louait un box de stockage. Et quand on l'a ouvert, on a touché le jackpot. À l'intérieur, il y avait plusieurs perruques et des vêtements noirs qui correspondaient à ceux qu'elle portait à la station-service. On a trouvé des bottes militaires noires avec des traces de sang qui s'est avéré être le sang de Jolene. Le kit de coiffure de Kimberly Kessler était aussi un élément de preuve crucial. La substance prélevée sur les ciseaux était bien le sang de Jolene. Il a servi à la poignarder. On était sûr et certain que Jolene était morte, mais pourquoi? Peu importe ce qu'on te dit, n'écoute pas. Ce sont tous des menteurs. J'ai trop accordé ma confiance aux gens, apparemment. J'étais à la une du journal, je passe aux infos. On dit toujours que les tueurs veulent être célèbres. Ils recherchent l'attention des autres. Il y a tout un tas de chaînes d'infos qui m'ont appelé aujourd'hui. Et ils veulent tous me parler, me poser des questions. Kim Kessler voulait être célèbre. Elle voulait de l'attention. Dès qu'on parlait de Kimberly Kessler et Jolene Cummings, l'article avait énormément de succès sur notre site internet. Tout le monde s'y intéressait. Tout le monde voulait en savoir plus. Et je pense que tous ces regards tournés sur elle ont eu un impact sur ses éclats en salle d'audience. Elle était prête à tout pour qu'on la regarde et qu'on s'intéresse à ses audiences, pour qu'on parle d'elle. C'était une affaire de grande ampleur, surtout pour le comté de Nassau. Pendant son procès, Kimberly Kessler ne faisait que crier. Je refuse l'avocat commis d'office. Elle passait tout son temps à crier et faire des crises. Jordan Beard est le cousin de Jolene. Je refuse qu'il me représente. Son avocat, Jordan Beard, n'était absolument pas le cousin de Jolene Cummings. Alors pourquoi crier une chose pareille? Elle était prête à tout pour qu'on la fasse sortir de la salle d'audience. Quoi? Vous voulez pas que les gens l'apprennent? Vous voulez pas que ça se sache? La question s'est posée de savoir si Kessler était oui ou non apte à être jugée. Elle a été examinée à l'hôpital et a été jugée apte. Le juge a estimé qu'elle devait être jugée. Elle n'a pas arrêté ses crises. C'était même de pire en pire. Elle a dû être attachée dans un fauteuil. On la faisait régulièrement sortir de la salle d'audience. Dès qu'elle entrait dans l'ascenseur, elle cessait de crier et dès qu'elle revenait, ça recommençait. Elle n'est pas folle, elle est manipulatrice. Ces crises au tribunal étaient intentionnelles. Kimberly Kessler n'était qu'une lâche qui se cachait en coulisses. Le procès de Kimberly Kessler a eu lieu le 6 décembre et après seulement 3 jours, le jury a délibéré. Il est venu à un verdict en moins d'1 heure. Kimberly Kessler a été déclarée coupable de tous les chefs d'accusation et condamnée à la perpétuité incompressible. Pourquoi s'en est-elle pris à ma fille? Elle était probablement jalouse. Jolene était la star du salon. Elle raflait tous les clients et ça n'a pas plu à Kimberly Kessler. On a découvert que quelques jours avant la disparition de Jolene, une dispute avait éclaté entre elles. Jolene avait confronté Jennifer en lui disant « Tu es une menteuse. Tu n'es pas qui tu prétends être. Je vais découvrir la vérité. »
Quand elle s'énervait, elle perdait complètement la tête. Elle devenait une autre personne. Dans ces moments-là, elle était incontrôlable. C'était très vicieux. Il est certain que personne ne lui avait jamais tenu tête comme Jolene l'a fait. Kimberly Kessler était tombée sur plus forte qu'elle. Jolene l'a fait tomber. L'ADN de ma fille a permis de la faire tomber. C'est Jolene l'héroïne de cette histoire. Ma fille est une héroïne. Je suis soulagée que justice ait été rendue, mais la douleur ne disparaît jamais. Le FBI s'est intéressé à Kimberly Kessler et ses différentes identités et a remarqué que d'autres personnes avaient disparu dans les États où elle avait vécu. De nombreuses questions restent en suspens. Pourrait-elle être reliée à d'autres affaires de disparition? Je pense qu'elle s'en est tirée indemne dans de nombreuses affaires ces 25 dernières années. Comme elle a vécu sous toutes ces identités dans toutes ces villes différentes, qui d'autre a disparu? Je n'ai jamais récupéré le corps de ma fille. Je n'ai eu ni cercueil, ni veillée. On ne l'a pas enterré. Je vous demande de faire preuve d'empathie et de nous dire où est le corps de ma fille, pour qu'on puisse tourner la page. Même si le corps de Jolene demeure introuvable, nous avons besoin d'un lieu de recueillement au cimetière. Un endroit où emmener les enfants et leur dire « Maman est là, elle est montée au ciel ». Je pense que Kimberly Kessler ne révélera jamais où est le corps de Jolene Cummings. Elle est dénuée d'empathie. Son sens de l'humour me manque. Tout chez elle me manque. Elle me manque chaque jour. La prendre dans mes bras me manque. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un tel drame puisse frapper ma famille. C'est impensable.